Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour être un athlète de haut niveau. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle, si vous voulez vous entraîner avec nous physiquement, vous pouvez venir dans nos clubs, que ce soit sur Paris ou au Brésil. Pour venir vous entraîner avec nous sur Paris, c'est nrfight.com où vous retrouverez toutes nos informations, les plannings, les tarifs. Vous pourrez aussi vous inscrire directement en ligne. Et si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, avec moi, avec les meilleurs coachs combattants mondiaux, n'hésitez pas à aller voir notre site internet fandecombat.com qui est en partenariat avec BJJ Fanatic et Dynamic Striking, sont des sites américains. Mais là, nos sites, nous, ils sont complètement en français, donc on vous donne accès euh, en français, pour les Français, au meilleur contenu dans le monde. Voilà, donc une des questions qu'on m'a posées récemment sur YouTube, c'était Nicolas, qu'est-ce qu'il faut faire ou quelle doit être l'intensité ou la fréquence d'entraînement pour quelqu'un qui veut s'entraîner, enfin qui veut atteindre le haut niveau. Alors, c'est pas évident d'en parler comme ça, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, En fait, déjà, normalement, ça se fait progressivement. On ne peut pas passer, on va dire, d'un niveau de pratique où on vient de commencer, donc une fois, deux fois par semaine d'entraînement, à d'un seul coup, deux entraînements par jour, tous les jours, avec un seul jour de repos. C'est pas possible. Donc en général, il ne faut pas être pressé, il faut être patient. C'est quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos, mais souvent, je remarque que, bah voilà, on n'est pas patient et enfin, l'impatience, souvent, les gens qui arrivent dans mon club et qui me parlent dès le début de combien de temps il me faut pour avoir cette ceinture, combien de temps il faut pour pouvoir être fort, combien de temps. Et ben en fait, ces gens-là, très souvent, ils arrêtent. Ils arrêtent au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, parce qu'ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients et ils sont, voilà, ils veulent avoir vite du résultat. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai pour tout, en vrai, dans la vie, le business, le travail, la famille, les amours, etc. Il faut être patient, ça prend du temps, tout prend du temps. Donc il faut être patient. Maintenant, on peut accélérer les choses si on a la bonne attitude. Euh, donc déjà, la bonne chose à faire, c'est s'entraîner, être régulier, écouter le professeur, avoir la bonne attitude sur le tatami. euh, voilà, essayer d'aider à rajouter quelque chose dans le club. Euh, voilà, je sais pas si j'ai été très clair, mais c'est quelque chose qu'ils disent beaucoup au Brésil. Euh, euh, voilà, d'essayer de rajouter quelque chose, de faire en sorte que, bah voilà, sans moi, le club, il a un petit truc en moins, et avec moi, le club, il a un truc en plus. Maintenant, si je suis pas là, le club, il va rouler tout seul. Enfin, faut pas croire, ça y est, ah, moi, je suis très important dans le club. Non, clairement, il y a des gens qui peuvent être importants, mais le club continuera de tourner si une personne part du club. Donc c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire, mais c'est vraiment chercher à donner quelque chose en plus au club en étant là. Euh, à côté de ça, en parallèle, en fait, il faut essayer de structurer sa vie. Il y a plein de personnes qui ont voulu faire du haut niveau, enfin qui ont voulu faire de la compétition. Enfin, en fait, alors, avant de toute chose, déjà, qu'est-ce que c'est que le haut niveau? Moi, j'estime qu'on fait du haut niveau, ou j'estime qu'on est compétiteur, quand en fait, le sport, nos objectifs, c'est le point central de notre vie. D'accord? Si devant ça, il y a d'autres priorités, on n'est pas professionnel, on n'est pas compétiteur de haut niveau. D'accord? Ça, c'est mon avis. Parce qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on appelait sportif de haut niveau celui qui avait le statut de sportif de haut niveau en France par euh, le ministère du sport, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Euh, donc on avait ce statut comme ça, ou alors si on était rémunéré. Mais nous, dans notre sport, enfin il y a plein de sports où on n'a pas de rémunération, on n'a pas de salaire. Par contre, on peut être sportif de haut niveau parce que on fait tout pour atteindre nos objectifs. Ok? Et du coup, on ne mettra jamais de choses devant le sport.
je sais pas, un rendez-vous avec une fille, des vacances. Enfin voilà, moi peut-être pendant 10 ans, bah, je suis jamais parti en vacances à un endroit où je pouvais pas m'entraîner tous les jours en fait. D'accord? Parce que j'avais un objectif en tête et je voulais pas m'écarter de cet objectif-là. Et je pense que voilà, si le sport n'est pas le point central dans votre vie, n'est pas votre priorité, et ben, vous ne pouvez pas vous dire sportif de haut niveau. Voilà. Après, vous pouvez être compétiteur, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez être compétiteur, faire des compétitions sans avoir cet objectif de vraiment performer, de vraiment être le meilleur. Par contre, il y a une réalité, parce qu'on a parlé, ah oui, mais non, mais moi, mon truc à moi, c'est de kiffer, c'est de ci, c'est ça. Ouais, mais on kiffe quand on est premier. On kiffe quand on gagne des combats. On kiffe quand on bat les autres. On kiffe pas quand on se fait défoncer ou quand on se fait soumettre en 30 secondes au premier tour. C'est pas vrai, on ne kiffe pas. Ce qui nous fait kiffer, c'est d'être sur la première marche du podium, de ramener une médaille en or à la maison et d'avoir gagné. Donc, oui, on peut aller faire de la compétition euh, sans être vraiment à fond dedans, mais c'est faux de dire que on va kiffer si on a perdu quoi. Donc déjà structurer sa vie, structurer ensuite donc pareil sa vie mais pour la pour le sport, c'est-à-dire manger proprement, bien manger, euh, dormir, bien dormir, pas rentrer chez soi le soir et puis se regarder Netflix ou jouer à la console ou autre. C'est je rentre, je mange, je dors. En fait, on doit être des robots quand on fait du haut niveau. On est des robots et on doit se détacher de nos émotions, on doit se détacher euh, du fait qu'on a mal, du fait que des fois on a envie de craquer, des fois on doute, etc. Mais on doit se détacher de tout ça. Donc en fait, on est dans notre couloir de course et on ne doit pas quitter le chemin, quoi. D'accord? Et pour faire en sorte que pour nous donner toutes les chances de réussir sur le tatami, ou en tout cas de bien s'entraîner et de bien réussir à essayer de performer en compétition, et ben pour ça, il faut bien manger, bien dormir et avoir, on va dire, une vie simple et une vie euh, structurée. Si possible, être en couple, puis être en couple avec quelqu'un qui ne nous prend pas trop la tête. euh, être stable aussi financièrement, essayer de trouver cette stabilité financièrement, parce que forcément quand on n'est pas stable financièrement, bah, c'est difficile de se concentrer là-dessus, quand on n'arrive pas à terminer les fins de mois, quand à la fin du mois on n'arrive pas à payer nos factures, c'est compliqué. Euh, donc voilà, essayer de stabiliser tout ça. Une fois qu'on a stabilisé, enfin, donc c'est stabiliser tout ça en parallèle qu'on s'entraîne. C'est pas je stabilise ça et après je commence. Non, c'est j'essaye de tout en même temps, d'avancer. Ok? Parce que ça prend du temps hein, de stabiliser tout ça, c'est pas du jour au lendemain. Donc il faut avancer techniquement, avancer dans nos entraînements et puis avancer en parallèle dans notre vie. C'est important et c'est quelque chose que je rappelle souvent à mes élèves ou à mes professeurs, etc. C'est quelque chose qui est important et souvent on pense que au tatami. Et en fait, si en parallèle du tatami, on n'est pas du tout stabilisé dans notre vie, eh ben, il y a un moment ou un autre, cette partie-là va rattraper la partie sur le tatami et on va devoir arrêter ou nos entraînements vont être de moins bonne qualité. Ensuite, alors, il faut écouter son corps, euh, mais moi personnellement, j'ai pas vu beaucoup de gens performer à haut niveau sans s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours. J'ai pas vu ça. Ça n'existe. Enfin, il y en a quelques-uns qui arrivent. Encore une fois, j'ai déjà cité cet exemple-là. Moi, celui que je connais, où j'ai vraiment vu de mes propres yeux la quantité de fois qu'il s'entraînait par semaine, c'est Mansour Barnaoui, qui s'entraîne 1 fois par jour. Mais par contre, quand il s'entraîne, c'est la guerre. Il met beaucoup, 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 beaucoup d'intensité. Donc voilà, mais voilà, tout va être en fonction de l'intensité que vous allez mettre. Peut-être que vous pouvez faire deux sessions sparring, je sais pas si c'est le top, mais au moins une grosse session sparring, une grosse session technique, drill. Je pense que c'est important. Et aussi 2 à 3 fois par semaine au moins de la prépa physique.
c'est important. Voilà. Et je pense que c'est vraiment, en tout cas, c'est ce que je vois dans les meilleurs clubs, c'est comme ça que je vois que ça fonctionne. Mais encore une fois, ça va dépendre de vous. C'est pas une vérité absolue. Ça va dépendre aussi à quel niveau vous êtes. Euh, je pense que plus on avance dans l'âge, et je peux me tromper, hein, mais je pense que moins on a besoin de temps sur le tatami ou de temps de pratique, et on peut, et on, vu que avec le temps, on a besoin euh, de travailler sur des choses qu'on n'a peut-être pas voulu ou qu'on n'a pas eu le temps de travailler avant. Voilà, je sais pas, des étirements, prendre le temps vraiment de s'étirer, vraiment prendre le temps, je sais pas, à faire de la méditation, voilà, faire de l'automassage, etc. C'est des choses que quand on est un peu plus âgé, plus âgé, c'est-à-dire plus de 30 ans, plus de 35 ans, si on veut toujours performer, bah, c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir faire en complément de nos entraînements sur le tatami, et du coup on aura un peu moins de temps sur le tatami, mais c'est pas aussi grave. Euh, et d'ailleurs, quand on voit, alors des fois on parle de Max Holloway qui avait dit ah moi je fais quasiment plus de sparring maintenant pour préparer mes combats. Mais combien de sparring il a fait dans sa vie? D'accord, ça n'existe pas de pas faire d'être le meilleur du monde sans faire de sparring et en faisant que du drill. Ça n'existe pas. Après, il y a des gens qui ont plus besoin de faire du sparring, mais parce qu'ils en ont tellement fait, et ils sont tellement peut-être bousillés aussi parce qu'ils en ont trop fait, et qu'ils ont mis trop d'intensité, et que bah, ils ont peut-être pas tourné avec les bonnes personnes, qui ont peut-être trop appuyé, ou nous au sol avec des gens qui sont trop bruts, euh, bah ouais, dans ces cas-là, on peut essayer de diminuer un petit peu la quantité de sparring, parce que dans notre vie, pendant 20 ans, on a fait du sparring. Donc à un moment, on n'est plus obligé d'en faire autant que quand on avait 20 ans. Quand on a 20 ans, il faut gagner en expérience. Pour gagner en expérience, on a la chance dans nos sports, on peut faire beaucoup de sparring. Nous, au sol, dans tout ce qui est percussion, ils ne peuvent pas faire autant de sparring. Maintenant, ils essaient de s'en rapprocher le plus possible, parce que il faut se rapprocher du combat. On peut pas... Ça n'existe pas, encore une fois. Des fois, je vois des clubs ou des profs qui sont là, non mais moi, nous on fait que du drill, que du flow drill, etc. Non, ça c'est de la facilité en fait. C'est de la facilité. C'est comme, c'est un exemple que j'aime bien prendre. C'est un éthiopathe qui s'occupait de moi pendant un moment. Il me disait, donc lui, cet éthiopathe, en fait, éthiopathe c'est comme ostéopathe. Il ne sera pas très content s'il dit ça, mais voilà, c'est dans la même famille. Chiropracteur, ostéopathe, éthiopathe. Et en fait, donc lui, c'était vraiment, il masse, enfin pendant 1 heure, il travaillait pendant 1 heure. Il gardait un patient pendant 1 heure et il faisait 1 heure avec lui. Et en fait, pendant 1 heure, bah, c'était massage, manipulation, étirement, enfin, je sortais de la séance, j'étais cuit. Fallait que je me repose, quoi, parce qu'il me rentrait dedans. Et il faisait ça avec tout le monde. Et il me disait, en fait, que quand on commence, enfin, il me prenait par exemple l'exemple de ses confrères, ou peu importe, ou des kinés, qui, bah, voilà, dès que vous allez les voir, ils vous mettent une lampe chaude sur le corps, ou ils vous font de l'électrostimulation, ou ils vous font des trucs, des massages comme ça. Enfin voilà, ils mouillent pas vraiment le maillot. Mais en fait, ils essaient et donc ils se sont convaincus eux-mêmes que toutes ces méthodes pour soigner les patients, bah ça marchait. Mais en fait, ça marche pas du tout. La meilleure méthode, c'est de masser, de manipuler, de faire bouger le patient, etc. Je suis pas kiné, je suis pas ostéo, je suis pas, mais je me suis fait manipuler quand même pas mal de fois. Et les fois où ça marche, c'est quand la personne, elle te masse, quoi. Quand elle te rentre dedans, tu dis que tu as mal à tel endroit, bah, voilà, il va essayer de te masser, il va essayer de t'étirer comme il faut, il va essayer de te faire bouger comme il faut, et c'est ça qui est important. Mais le problème, c'est que très souvent, donc peu importe les kinés, les ostéos, peu importe, ça va être ils veulent pas mouiller le maillot et du coup bah ils veulent trouver des méthodes un petit peu plus bon bah non mais je vais te mettre du chaud puis après je vais te mettre du froid après je vais te mettre une cale et puis après je vais te mettre je sais pas quoi et puis tu restes là pendant 10 minutes et t'attends mais en vrai ça soignait pas et ça ne soigne pas et bah c'est pareil en fait pour tout on veut se convaincre des fois que aller faire du drill juste du drill ça va passer mais ça passera pas parce que en fait
il faut dans un premier... Bon, je m'écarte un petit peu du sujet de base, mais à la base, il faut éduquer notre corps pour le sport. Une fois que j'ai éduqué le corps pour... Enfin, en parallèle de ça, je vais apprendre la technique. Il va falloir que je comprenne la technique, que mon corps comprenne la technique. Une fois que j'ai compris la technique, il faut que je la fasse en combat, face à quelqu'un qui veut pas que je lui fasse. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas l'adversaire, il va être là, par exemple, une guillotine. Bon bah je suis là, il répète la position, il me tire la tête, il me prend la tête, il m'étrangle. Il me tire la tête, il m'étrangle. Il me tire la tête, il m'étrangle. Ok, maintenant c'est en combat. Il va me tirer la tête, je vais pas venir. Il va falloir qu'il me fasse venir la tête. Donc il va y avoir des actions, réactions, faire croire que je veux le bras pour en fait prendre la tête, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est dur en fait dans notre sport. Et encore plus sans kimono. Parce que sans kimono, on m'attrape là. Si je veux fuir, je peux fuir. En kimono, c'est beaucoup plus difficile d'enlever une prise. Donc souvent, je suis obligé d'accepter la technique. D'accord. Et de jouer dans la technique. En nogi, en lutte à livrer, grappling, JJB, nogi, on n'est pas obligé de suivre. On suit si on a envie de suivre. Mais si on n'a pas envie de suivre, on ne suit pas. D'accord. Du coup, c'est ça la difficulté de notre sport. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Et il n'y a pas de secret. D'accord. Je le vois dans les meilleurs clubs. Je sais pas, chez Mika Galvao ou où est-ce que je suis allé m'entraîner chez Danaher, dans le club de Craig Jones à la B-Team, Miao, les frères Miao, enfin bon, tous ces gens-là qui ont fait du haut niveau, qui ont eu une carrière incroyable, c'est des gens qui s'entraînent beaucoup, qui font beaucoup. Ils font 1 heure de sparring par jour minimum, avec 1 heure de technique minimum. D'accord. C'est obligatoire. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner. D'accord. Maintenant, pour pouvoir tenir tout ça, il faut bien manger à côté, bien boire de l'eau, bien dormir. C'est très important. Et avoir une vie qui ne stresse pas. Parce que le stress, ça empêche la récupération. Donc, il faut avoir une vie où on n'est pas stressé. Donc, essayer de se stabiliser financièrement autant du mieux qu'on peut. Essayer d'avoir une vie amoureuse. Parce qu'on a besoin de ça, l'être humain a besoin de ça, je pense que c'est compliqué de vivre sans ça, etc. Quoi. Il faut stabiliser notre vie. Voilà. Je pourrais en parler des heures de ce sujet-là, mais voilà, l'idée c'était un peu de vous donner un maximum d'informations là-dessus. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. J'essaie de répondre à tout le monde, c'est pas toujours évident, des fois... ça se croise un peu sur des anciennes vidéos, nouvelles vidéos, j'ai un peu des questions un peu partout ou des commentaires que j'essaie de répondre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, ça aide toujours la chaîne. Et puis pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!